Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est rare d'incarner si bien un principe que l'on a soi-même conceptualisé, celui de résilience. Nous avons la chance d'accueillir le psychiatre, psychanalyste et auteur Boris Cyrulnik aujourd'hui dans le Grand JT, à une époque où la jeunesse est en manque de repères et d'espoir. Il y a des voix qu'on a envie d'entendre et Boris Cyrulnik en fait partie. Il sera avec nous dans quelques minutes. Deuxième partie d'émission, on vous présentera l'application Pitchoun, une application qui permet aux parents de trouver un ou une babysitter en toute sécurité, en toute tranquillité et qui permet aussi l'aide aux devoirs. Vous allez voir, c'est absolument génial. Enfin, comme chaque vendredi, on donnera la parole aux enfants dans le Grand JT et cette semaine, eh bien, on leur a parlé forcément des vacances. Vous allez voir que les enfants les attendent avec impatience, mais tout de suite place à l'actualité en bref avec le grand Guillaume Ouattara. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec la fin de la procédure principale de Parcoursup, mais comme tous les ans, eh bien, c'est un triste constat, plus de 80 000 candidats sont toujours sans affectation. C'est le stress qui continue, qui se prolonge tout au long de l'été pour 84 000 candidats sur la plateforme Parcoursup. Parcoursup, on le rappelle, c'est la plateforme qui permet aux bacheliers d'entrer dans l'enseignement supérieur. Et bien ce soir à minuit, la phase principale s'arrête, c'est-à-dire que les candidats qui étaient sur liste d'attente, s'ils ne sont pas acceptés, c'est terminé, c'est trop tard pour eux. Idem pour les candidats qui sont refusés partout. On va enfin savoir ce soir également où on est affecté. Donc 84 000 candidats qui sont toujours sans affectation. C'est un petit peu moins que l'an dernier à la même période où il y avait 94 000 candidats. Quand on se penche sur ces chiffres, 42 000 lycéens, donc élèves de terminale, sont sans affectation et 25 000 candidats en réorientation sont sans affectation. Et un peu inquiétant également, 17 000 lycéens scolarisés à l'étranger sont eux aussi sans affectation. Pas de panique pour autant, puisque la procédure complémentaire continue tout au long de l'été. Vous le savez, les formations où il reste de la place continuent à les proposer jusqu'au mois de septembre. Ça, c'est la première option. La deuxième option pour les candidats qui seraient dans cette situation, c'est de faire appel au rectorat et au CAES, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Ce sont des commissions qui se réunissent et qui ont pour but de vous trouver une place à la rentrée. Pas de stress donc, normalement, vous devriez avoir une place à la rentrée. Pas de stress, c'est vite dit quand même, on pense fort à eux. Autre chiffre inquiétant, lui aussi, 3100 postes d'enseignants n'ont pas été pourvus cette année. Oui, on parle régulièrement ici de la désaffection du métier d'enseignant. Eh bien, les derniers chiffres des différents concours, CAPES, CAPET, agrégation, j'en oublie, le CRPE également pour le premier degré. Bref, tous ces résultats viennent d'être donnés et donc il y a 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au concours. Dans le détail, c'est 1315 postes dans le premier degré et 1848 postes dans le second degré. Au ministère de l'Éducation nationale, ça va vous paraître étonnant, on est plutôt serein puisque on nous explique qu'on fait moins pire que l'an dernier où 4000 postes n'avaient pas été pourvus. Donc le ministère est confiant, il y aura des professeurs devant chaque élève, notamment grâce à l'appel massif des enseignants contractuels. Une analyse est assez intéressante, c'est l'analyse géographique pour le premier degré, puisque dans le second degré, collège-lycée, les concours sont nationaux, mais dans le premier degré, ça se fait académie par académie. Alors il y a des académies qui remplissent, 26 des 30 académies remplissent, mais alors il y en a où la situation est catastrophique. 70% des postes en Guyane n'ont pas été pourvus, 45% dans l'Académie de Versailles, 41% dans l'Académie de Créteil. Ce sont des endroits où les enseignants n'ont pas envie d'aller. Dernière annonce, dernier point, pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, sur le volet formation, grande nouvelle. Je suis désolé, je mets un petit peu d'ironie. On annonce que cet été, ces nouveaux profs auront entre 7 et 8 jours de formation. C'est plus que l'an dernier, puisqu'il y avait quasiment pas de formation. Mais ça reste quand même très peu quand on doit s'adresser à 35 élèves pour la première fois de sa vie. Direction l'Angleterre pour cette information tragique. Une voiture a foncé dans une école à Wimbledon et a tué une fillette. Oui, les faits dramatiques se sont produits hier au Royaume-Uni, à Wimbledon. Une conductrice quadragénaire a perdu le contrôle de son véhicule. Selon les premiers éléments, ça serait pour des raisons médicales. Elle a foncé dans une école, blessant gravement plus de 17 personnes et elle a donc tué une jeune fillette. Scotland Yard annonce qu'une enquête est en cours et que la conductrice a été arrêtée pour suspicion de conduite dangereuse ayant entraîné la mort.
Terminons sur une note un peu plus joyeuse, en effet, sur la kermesse de l'école primaire de Bouscarou à Cers, qui a bel et bien eu lieu hier sous le soleil du Sud. Effectivement, on avait quelques doutes. Est-ce qu'il y aura ou non une kermesse? Eh bien oui, boissons fraîches, stands de jeux et autres barbapapa ont fait le bonheur des élèves de l'école primaire du Bouscarou et de leurs parents. Un article du Midi Libre nous informe que durant une bonne partie de la soirée, tous les enfants ont pu démontrer leur capacité physique, d'adresse, de réflexion ou tout simplement profiter de l'atelier maquillage. Et même, tenez-vous bien Virginie, il y avait une promenade en poney, un moment festif qui n'a pas été annulé. Et la grande nouvelle, c'est que chaque élève a pu repartir avec son petit cahier de vacances. Bon, bref, cette petite brève juste pour dire qu'en fait, voilà, un clin d'œil, parce que c'est les vacances qui commencent évidemment, pour nous aussi, car c'est la dernière émission eh bien, de cette saison, mais surtout pour vous, les écoliers, les étudiants qui nous regardez, et peut-être aussi les parents. Merci beaucoup, Guillaume Ouattara. Merci. Invité exceptionnel, je le disais dans le sommaire, pour la dernière de cette saison, le psychiatre, psychanalyste et auteur Boris Cyrulnik est l'invité du Grand JT. Nous sommes ravis dans le Grand JT de recevoir Boris Cyrulnik. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. On est ravis vraiment de pouvoir échanger avec vous, Boris Cyrulnik. Inutile de vous présenter, mais bon, pour le peu de gens qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes donc neurologue, psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages. Et j'aimerais qu'on puisse échanger ensemble, évidemment, sur l'école. Ça pourrait prendre des heures, bien entendu, de discussion pour pouvoir parler de la société, de transmission, d'éducation. On va s'atteler, évidemment, aux grands thèmes qui nous occupent. J'aimerais peut-être faire un petit clin d'œil, enfin clin d'œil c'est pas le terme, en tout cas un retour sur l'actualité. Lors des émeutes suite à la mort de Naël par un tir de policier, Emmanuel Macron a parlé de décivilisation. Boris Cyrulnik, le mot vous choque-t-il? Mais non, c'est le bon mot. C'est le bon mot parce que ce mot expliqué, ça veut dire que les rituels d'interaction ne sont pas faits. On ne peut pas vivre sans rituel d'interaction. On ne peut pas tout se permettre et on ne peut pas parler en faisant taire les autres. Donc je pense que c'est le bon mot qui désigne quelqu'un qui n'apprend plus les rituels d'interaction. Alors ce mot a été proposé, ce concept a été proposé par Norbert Elias et il prend comme exemple une princesse vénitienne qui revient de Turquie et qui trouve la fourchette qui a été inventée en Turquie et qui, quand elle veut l'appliquer à Venise, ça signifie dire qu'elle ne veut plus partager le plat commun où les gens, comme aujourd'hui encore dans les pays arabes, on se lave la main droite et on partage un plat commun. Donc, par la fourchette, elle signifie involontairement qu'elle se désolidarise du groupe. Donc, elle est agressée puisqu'elle ne respecte pas les rituels et elle meurt de syphilis quelque temps après. Donc, les gens ont la preuve que Dieu l'a punie. Et alors, il prend plein d'exemples comme ça où, pour vivre ensemble, il faut respecter les rituels d'interaction. On ne peut pas tout se permettre. Et c'est le mot parfait, parce que ces jeunes se permettent tout. Ces jeunes sont décivilisés. Et ils se permettent tout, y compris la délinquance, sans aucun sentiment de crime. Ils sont étonnés. Ils se permettent de ne pas obéir aux ordres, de casser les vitrines, et ils font ça presque en riant, presque en toute innocence, sans se rendre compte qu'ils ruinent des commerçants, ou même ils peuvent se ruiner eux-mêmes, se faire tuer. Donc je pense que c'est parfait, le mot parfait pour désigner le phénomène. Alors évidemment, vous parlez de ces jeunes, c'est un mot très large en disant ces jeunes. On ne pense pas forcément que tous les jeunes sont comme ça, bien au contraire. Les jeunes sont des jeunes souvent très intégrés. De qui vous parlez quand vous parlez de ces jeunes qui ont des problèmes d'interaction finalement, de réseau d'interaction? Mais alors vous avez bien raison, la plupart des jeunes s'intègrent bien. Je pense que même on accuse beaucoup les musulmans, je ne comprends pas. En médecine, en psychologie, en littérature, je suis entouré de musulmans très fréquentables. En médecine, ils font bien leur boulot, en psychologie aussi, en littérature, ils embellissent la littérature française. Donc, alors on a ces jeunes-là, c'est-à-dire que parmi eux, musulmans ou non, parmi eux, il y a une petite minorité,
de jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la culture et à prendre leur place. Dans ces quartiers difficiles, comme on dit, il y a des médiathèques magnifiques, il y a des centres culturels magnifiques. On explique ça, pardon Boris Cyrulnik de vous couper, mais comment on explique le fait que ces jeunes-là, tout d'un coup, se sentent eux-mêmes exclus, c'est ce qu'ils disent en fait, qu'ils se sentent des reclus finalement un peu de la République, exclus du système, et pour autant qu'ils revendiquent justement un engagement des prises de position fortes? Non, ils sont exclus. Mais ils sont exclus par un processus développemental et éducatif qui n'a pas pu les intégrer. C'est-à-dire que certains se sentent exclus et ils ne le sont pas, mais la plupart du temps, ils sont exclus, mais ils sont minoritaires. Or, Serge Moscovici nous a bien appris que quand il y a 3% de la population libre, ils peuvent très bien déclencher un phénomène psychosocial énorme. Et c'est ce qui se passe actuellement, où une petite minorité de gamins, des garçons plus que des filles, sont exclus. Et ils sont exclus parce que, pour des raisons éducatives et scolaires, ils n'ont pas pu intégrer la filière qui leur permet de se socialiser. Les musulmans et les gosses de pauvres qui intègrent cette filière, qui vont dans les médiathèques, les centres culturels, eh bien, ils font de bonnes performances. Et ils se développent plutôt bien, ils sont plutôt bien accueillis dans la société, même si l'école actuellement transmet quand même le poids du passé, et quand on est enfant d'ouvrier, on s'intègre moins bien que quand on est enfant de riches ou enfant de cadres. Et pourtant, ces gosses-là peuvent s'intégrer, ils ont de quoi, même dans les banlieues, même dans les quartiers difficiles. En revanche, ces petits pourcentages de gosses ont raté les 1000 premiers jours. Et ces gosses-là, les 1000 premiers jours, c'est avant la parole. Il y a une dysfonction familiale, malheur, maladie, précarité sociale, violence conjugale, violence des hommes plus que des femmes. Donc il y a des accidents de la vie. Ces gosses-là ratent les 1000 premiers jours. Un gosse qui est bien entouré entre en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots. Un gosse qui est mal entouré, un bébé qui est mal entouré, entre en maternelle au même âge avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont être bons élèves. Ceux qui ont 200 mots ne vont pas comprendre les consignes. Ils vont apprendre à haïr l'école, plus tard ça va donner une phobie scolaire, et ils vont apprendre à haïr les élites. Or la haine des élites est toujours un indicateur de fascisme. Boris Cyrulnik, une question peut-être toujours en lien avec cette jeunesse, mais ce qui a été très marquant dans ces révoltes, dans ces émeutes, on peut dire le mot, c'est le poids des réseaux sociaux et cette espèce de surenchère. C'est-à-dire que non seulement on pille, non seulement on commet des crimes, mais on les filme. Est-ce que cette surenchère des réseaux sociaux, ça n'a pas fait qu'il y avait un manque de prise de conscience puisque le crime devenait virtuel. Au moment où on commettait le crime, au moment où on pillait, on le diffusait sur les réseaux sociaux, de telle sorte qu'on devenait une espèce d'acteur, de comédien plutôt que de personnes en train de commettre un crime. Est-ce que ça n'a pas été aussi ça, un gros problème ? Alors effectivement, c'est un problème, ça a toujours été un problème, et c'est un problème qui est accéléré, grossi aujourd'hui par les réseaux sociaux. Germaine Tillion passe en Allemagne en 1929. Germaine Tillion, c'est une grande anthropologue qui maintenant est au Panthéon, c'est sa place. Cette femme passe en Allemagne en 1929. Elle voit que naît une théorie absurde. Elle en parle à ses amis allemands qui éclatent de rire et qui lui disent « Comment veux-tu que cette théorie absurde marche ?» Le parti nazi en 1929 avait 3% des votes. 10 ans après, une épidémie de croyance a été déclenchée par cette minorité et plus de 90% du peuple le plus cultivé d'Occident est devenu nazi. Alors là, on a un phénomène d'épidémie de croyance, d'épidémie de contagion des idées. Or, actuellement, dans l'Allemagne des années 30, ça s'est fait en 10 ans, 1929, 1939. Aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes ou en quelques heures, grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est le même processus. Et on voit la haine des élites, les nazis. Rappelez-vous l'autodafé des livres
Les premiers déportés, ça a été les Allemands intellectuels, les porteurs de lunettes. La haine des élites est toujours un indicateur de fascisme. Or, actuellement, ça se fait en quelques minutes ou en quelques heures. Mais c'est une minorité, mais qui peut déclencher une contagion des idées, une contagion des croyances. Des croyances, effectivement, et des fake news. Alors, on parlait des jeunes, évidemment, mais ça fait écho forcément à leurs parents. Emmanuel Macron a parlé de parents démissionnaires avec des amendes à la clé promises par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour, dit-il, responsabiliser les parents et rappeler leurs obligations. Qu'en pensez-vous? Non, là, c'est une faute. Il ne faut pas responsabiliser les parents, ils sont désocialisés eux-mêmes. C'est la violence conjugale, c'est la précarité sociale, c'est la maladie. Il faut entourer les parents. Il faut pas les responsabiliser. Ils sont malheureux eux-mêmes, ils ne peuvent pas offrir à leurs enfants les 3 niches sensorielles qui permettent à un enfant de bien se développer, d'entrer à l'école, de participer à la culture et d'apprendre un métier, de se débrouiller dans la vie. Ces parents-là ne peuvent pas offrir ça à leurs enfants. Donc il y a une transmission à travers les générations, et pénaliser ses parents, ça leur ferait souffrir un peu plus, c'est tout. Mais ça ne va pas aider les parents, donc ça ne va pas aider les enfants. J'ai lu dans une de vos interviews et dans de nombreux papiers que vous avez proposés, Boris Cyrulnik, qu'après une période de guerre et d'inflation, donc comme celle que nous vivons aujourd'hui évidemment, avec la pandémie aussi, il faut continuer de voir la vie en rose. Alors ça paraît un peu candide, mais j'imagine bien que le propos est bien plus profond que celui-ci. Comment dire à des jeunes et aussi à leurs parents qu'il faut continuer en fait, être dans le principe de résilience que vous avez longtemps porté? Alors, la résilience des enfants ne sera possible que si on entoure les parents. Il y a déjà dans les banlieues des médiathèques, des centres culturels, des écoles, des enseignants, des éducateurs, des associations qui sont remarquables. Mais les associations ont été un peu appauvries par les gouvernements précédents qui ont supprimé les subventions. Or, pour une ou deux associations délinquantes, l'immense majorité des associations font bien leur boulot et sont très utiles. Or, on ne pourra civiliser ces enfants que si on entoure les parents. Et là, on va arrêter la transmission du malheur. Or, la résilience, un parent insécurisé est insécurisant pour son enfant. Donc, il faut rendre les parents sécurisants. C'est-à-dire qu'il faut les entourer et les aider. Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de modèle, d'espoir? C'est-à-dire que quand ils voient des parents qui sont dans des catégories socio-professionnelles plutôt défavorisées, que l'école n'apparaît pas comme quelque chose d'émancipateur, mais comme quelque chose qui les envoie tout droit à l'usine, dans des bacs pro ou dans des formations auxquelles ils n'ont pas envie d'adhérer, ou alors s'ils sont en décrochage, ils n'ont pas d'espoir. C'est ce que disait Stigler. Il parlait de la génération actuelle depuis les années 2000 comme une génération sans espoir. Quand on voit des parents qui triment, qu'est-ce qu'on peut se dire? Comment on peut voir la vie de manière positive? Comment on voit la vie en rose? Non, ça sert à rien de leur dire. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils voient la vie de manière positive. Leur dire, ils ne le croiront pas, ou ils vont dire mon père est violent, il est alcoolique, ma mère est dépressive. Comment voulez-vous qu'on leur dise de voir la vie en rose? C'est-à-dire que pour eux, ça n'aura aucun sens. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils voient la vie un peu moins noire. Alors, cette vie moins noire, justement, parlons-en, si vous voulez bien, Boris Cyrulnik, parce que souvent, on parle effectivement de cette situation qui est compliquée, cette situation de société, je parlais de l'inflation, évidemment, de cette situation très compliquée par rapport à la guerre, notamment en Ukraine, mais aussi de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, qui peut être très anxiogène pour tout le monde, parents et enfants compris. Mais il y a aussi ce que l'on constate et qui est intrinsèque, finalement, à la société, qui est le problème de la mixité sociale. On a besoin de constater souvent par les chiffres, et c'est ainsi qu'on a créé l'indice de position sociale pour justement déterminer la capacité d'un enfant d'une famille défavorisée à pouvoir justement en sortir. Est-ce que réellement on peut provoquer une prise de conscience grâce à ce fameux indice de position sociale, et surtout comment sortir de ce schéma systématique? Alors, il y a de quoi sortir de ce schéma. Le premier principe, c'est d'augmenter les associations.
d'augmenter les éducateurs, d'augmenter les métiers de la petite enfance, parce que c'est dans les 1000 premiers jours que les enfants acquièrent des facteurs de protection, c'est-à-dire la confiance en eux, ou des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire le manque de confiance en eux, qui font faire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont tellement peu confiance en eux qu'ils se sentent tout le temps agressés. Et ils répondent à l'agression par l'agression. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu me méprises? Tu me manques de respect? C'est des phrases qu'on entend au quotidien. Parce qu'ils éprouvent tout comme une agression, parce que ayant eu des parents insécurisants, ils sont eux-mêmes profondément insécurisés. Or, la solution, on l'a. Il faut augmenter les métiers de la petite enfance avant la parole, pour que ces enfants, même s'ils ont des parents malheureux, il faut que ces enfants acquièrent la confiance en eux. Et dans ce cas, ils entreront en maternelle avec un stock de 1000 mots, comme les autres enfants, comme tous les enfants sécurisés. Et il faut ralentir le développement scolaire. Il faut arrêter le sprint scolaire, comme l'ont fait tous les métiers, tous les pays d'Europe du Nord et le Québec. Quand on ralentit le développement, les enfants se développent, acquièrent la confiance en eux. Alors si un enfant se développe dans une famille heureuse, riche, avec une chambre, avec des rythmes scolaires, avec des rythmes quotidiens, le travail, les vacances, etc., cet enfant-là va bien supporter les rythmes, la vitesse, le sprint scolaire. Les filles le supportent un peu mieux que les garçons parce qu'elles ont une précocité neuropsychologique de développement. Elles s'adaptent mieux à l'école, elles bougent moins que les garçons, elles sont moins violentes que les garçons. Et ce que je viens de dire est un peu vrai pour les filles, mais beaucoup moins vrai, alors que c'est très vrai pour les garçons. Les garçons et les filles, moins, bénéficient du ralentissement du développement de la vitesse scolaire. Or, les pays d'Europe du Nord ont ralenti l'école, et à 15 ans, aux évaluations PISA, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ils sont médailles d'or ou médailles d'argent à toutes les évaluations. Parce que les enfants ayant confiance en eux rattrapent leur retard en quelques mois. En quelques mois, un enfant sécurisé peut rattraper son retard scolaire et apprendre à aimer l'école. Mais pour ça, il faut augmenter les métiers de la petite enfance avant l'école, augmenter les éducateurs et changer leur formation, arrêter de les former avec la biologie explique tout, ou la psychanalyse explique tout, ou la sociologie explique tout. Ce sont des raisonnements partiellement vrais, mais totalement faux. Donc, Boris Cyrulnik, je veux rebondir sur ce que vous disiez par rapport effectivement à la différence d'apprentissage, d'évolution et puis le cerveau entre les filles et les garçons. On a tendance aujourd'hui dans notre société à vouloir faire en sorte que les garçons et les filles soient égaux en tout. Alors les garçons sont plus frappés que les filles parce que quand on fait des courbes du développement comportemental et biologique des garçons et des filles, on constate que les filles ont une vitesse de développement neuropsychologique beaucoup plus aisée et beaucoup plus rapide que les garçons. À l'âge de 12 ans, les petites filles sont plus grandes et elles ont une avance neuropsychologique de 2 ans sur les garçons, ce qui, sur le plan scolaire, est absolument faramineux. Quand on dit souvent on dit souvent que le genre est une construction sociale. En fait, non. Neuropsychologiquement et neuropsychiatriquement, il y a des vraies différences de développement. C'est pas qu'une construction sociale. Être une fille, on ne devient pas femme, on ne devient pas fille, on l'est neurologiquement. J'ai mal entendu votre question. Parce que vous semblez dire qu'il y a des différences de développement neuropsychologique entre garçons et filles, alors qu'on entend beaucoup, notamment sur les théories du genre, que finalement c'est plus des constructions sociales. Non, il se passe des choses médicalement, il y a des différences de base entre les garçons et les filles sur le développement psychologique. Mais non, pas du tout. L'avance neuropsychologique, c'est inévitablement une transaction entre le développement biologique de l'enfant et les structures familiales affectives et les structures psychosociales. Comment voulez-vous que ce soit autrement? On ne peut pas supprimer la biologie, on ne peut pas supprimer la culture. On se développe, notre biologie se développe dans une famille et dans une culture. Donc on ne peut pas supprimer un de ces trois éléments. Il y a trois niches écologiques, c'est la niche biologique, la niche affective et la niche verbale. Et les trois se coordonnent. Donc un enfant, un petit garçon
Mais les développements d'un petit garçon et d'une petite fille ne sont pas les mêmes, tout simplement parce que les métabolismes ne sont pas les mêmes, parce que les chromosomes ne sont pas les mêmes. Lorsqu'un petit garçon a une anomalie portée sur un chromosome, comme par exemple sur le chromosome X, il n'y a pas de compensation possible. Alors que si la même anomalie est portée sur le chromosome X d'une fille, l'autre chromosome X ne porte pas l'anomalie et la fille va bien se développer malgré une altération portée sur un chromosome. Donc ça, c'est une connaissance génétique de base. De base, oui. Et vous étiez un des premiers, Boris Cyrulnik, à militer pour l'école obligatoire dès 3 ans. C'était il y a un sacré moment maintenant. Emmanuel Macron a proposé, notamment à Marseille toujours, une réflexion sur l'école dès l'âge de 2 ans. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un âge propice à l'apprentissage, 2 ans? Alors, pour les enfants qui vivent dans des milieux maltraitants, l'école sera un facteur de résilience. C'est-à-dire qu'ils vont trouver à l'école ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Chez eux, ils sont malheureux, il y a de la violence, on crie, on est malheureux, ou il y a le désert affectif qui est encore une agression encore plus grande, puisque maintenant on sait qu'un enfant isolé affectivement acquiert des altérations cérébrales qu'on photographie sans peine. En neuroimagerie, on photographie ça sans aucune difficulté. Donc ces enfants-là vont bénéficier d'une école à 2 ans, mais s'il y a une formation des métiers de la petite enfance, c'est pas la peine de les mettre à l'école à 2 ans. On aura des métiers des éducatrices de jeunes enfants, on aura tous les métiers des crèches formés par d'autres théories que le tout biologique ou le tout psychanalytique ou le tout social. Et si on donne une formation écosystémique à ces métiers de la petite enfance, les familles pourront être aidées. L'école à 2 ans, c'est un pansement qui marche effectivement pour les enfants maltraités chez eux ou surtout pour les enfants abandonnés à domicile. Oui, vous parliez, Boris Cyrulnik, de l'école, effectivement, que l'on doit peut-être modifier, repenser, à l'instar des pays nordiques, effectivement, dont les classements PISA sont très forts, très élevés, à la fois sur le plan des compétences, mais aussi tout simplement du bonheur que ressentent, en tout cas qui est recensé par les enfants de ces pays-là. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il faut peut-être changer le mode d'apprentissage français, qui est souvent peut-être trop académique, trop vertical? Alors absolument, oui. Dans les pays nordiques, ils ralentissent éducationnellement, ils ralentissent le développement des enfants, ce qui leur donne confiance en eux. De plus, dans les pays nordiques, il y a les éducateurs ou les enseignants ou même les familles qui participent à partout. Les parents sont en première ligne pour le développement des enfants. Mais quand les parents sont malheureux, malades, violents, il n'y a pas de première ligne, ils ne sont pas en première ligne. Alors les pays d'Europe du Nord ralentissent le développement des enfants. Les hommes participent moins que les femmes, mais de plus en plus à la petite enfance. On peut évaluer la différence de réaction comportementale des enfants qui ne se comportent pas de la même manière avec une femme ou avec un homme. Et on peut aussi évaluer, repérer sans aucune difficulté que les petits garçons préverbaux, les bébés préverbaux et les petits garçons ne réagissent pas à la frustration de la même manière que les filles. Les petits garçons réagissent par la violence, les petites filles réagissent par la verbalité. C'est parce que, généralement, quand elles sont grandes, elles continuent cette réaction. Quand elles sont frustrées, généralement, elles téléphonent à la meilleure amie et elles assassinent avec des mots le gars qui leur a fait de la peine. Alors que les petits garçons réagissent par des comportements. Il y a probablement un déterminisme hormonal. C'est qu'on voit que les courbes d'agression sont les mêmes chez les garçons et chez les filles. Mais la courbe des garçons est 8 fois plus haute que la courbe des filles. Donc il y a probablement un déterminisme hormonal, mais ça n'exclut bien évidemment pas le déterminisme affectif et, comme je viens de le proposer, le déterminisme socio-culturel. Bien sûr. Dernière question, Boris Cyrulnik, parce que malheureusement, on n'a plus de temps, mais j'aimerais juste qu'on saute quelques classes, qu'on avance un tout petit peu en âge et qu'on se pose la question des fameux diplômes en France. Chercher à tout prix à avoir un diplôme quand on est étudiant, enfin élève puis étudiant. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur finalement pour nos enfants? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de les amener vers autre chose, tendre vers autre chose?
Alors, la défaillance de notre culture, c'est la petite enfance, comme je viens de le proposer, et 2, c'est l'adolescence. Quand j'étais enfant, je fais partie d'une génération où 3% allaient jusqu'au bac. Les autres passaient le certificat d'études et dans l'année suivante, ils allaient à l'usine, au champ ou à la maison pour les filles. C'est-à-dire, et les filles allaient aussi à l'usine ou au champ, moins que les garçons, mais elles y allaient. Donc, l'adolescence n'existait presque pas. Or, aujourd'hui, l'adolescence est interminable. On entre à l'école à 3 ans aujourd'hui et on en sort à 25 ans pour les filles, à 27 ans pour les garçons. C'est-à-dire que là, il y a une défaillance socioculturelle énorme, il n'y a pas de relais entre la famille et la culture. Et là, on a un continent flottant, errant, de jeunes gens qui ne sont pas cadrés. Et dans ce cas-là, ou bien c'est la violence, ou bien c'est la dépression. Actuellement, il y a un nombre faramineux de dépressions anxieuses. Dans certaines villes pauvres et dans les quartiers pauvres, on frôle les 40%. C'est pas acceptable. Et là encore, la thérapeutique, elle est culturelle. Il faut augmenter les structures intermédiaires entre les familles et la culture en attendant qu'ils deviennent indépendants socialement. Et ça, c'est un phénomène qui est provoqué par nos progrès. Quand on envoyait les enfants à l'usine à 12 ou 13 ans, ils arrêtaient leur développement. Donc c'est un immense progrès que maintenant ils se lancent dans la société à 26, à 25 ans ou 27 ans. C'est un immense progrès. L'effet secondaire de ces progrès, c'est un continent d'adolescents errants, sans structure, anomiques, disent les sociologues. Anomique, c'est-à-dire il n'y a pas de structure affective, il n'y a pas de structure verbale, il n'y a pas de structure sociale. Il n'y a pas de règles suivies en fait. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Boris Cyrulnik. On pourrait continuer des heures à parler avec vous, mais malheureusement nous ne pouvons pas. On est pris par les chroniques qui s'enchaînent et l'émission qui se poursuit. Mais merci mille fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle Boris Cyrulnik que vous êtes neurologue, psychiatre, psychanalyste et auteur de beaucoup d'ouvrages. Vous pouvez tous les retrouver, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir, je vais dire de recevoir, mais d'accueillir, de bénir le ciel, de recevoir Jessie Schulman. Bonjour. Bonjour Virginie, merci beaucoup. Je suis contente de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice de Pitchoun. C'est une application qui permet aux parents de trouver un ou une babysitter pour son enfant et qui propose également de l'aide aux devoirs. Vachement malin parce que souvent, on aimerait bien combiner les deux et c'est extrêmement rare de pouvoir le faire. Exactement. Et en fait, Pitchoun est une application qui met en relation des parents et des babysitters qui sont tous des étudiants. Et de fil en aiguille, tout naturellement, l'aide aux devoirs est arrivée sur Pitchoun. Et donc, aujourd'hui, nous proposons l'aide aux devoirs. Alors, on va repartir du début, en fait. Vous êtes maman. Je suis maman. Vous vous êtes posé la question fatalement de comment je vais faire pour trouver une babysitter qui soit à la hauteur de mes enfants. Évidemment, personne n'est à la hauteur. On connaît tous ce problème-là. J'allais dire toutes, mais tous aussi. Les papas sont pareils. On se dit, mais non, mais bon, on ne la connaît pas forcément, on a peur, exactement. On est inquiet. Et souvent, on appelle les copines en se disant, peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Finalement, ça marche par réseau. Et c'est là où Pitchoun est né. Exactement. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. On cherchait des babysitters. C'était vraiment compliqué, on n'avait pas confiance dans ce qui existait. Donc, on s'est dit, on va créer notre application où on va checker tous les babysitters. Donc, ils sont tous interviewés, ils rentrent tous sur parrainage, on assure les babysitting, enfin, vraiment, tout est sécurisé. Et en plus, à la fin de chaque babysitting, il y a le parent qui note le babysitter. Donc, vous avez aussi la recommandation des parents. Une note avec un commentaire précis. Exactement. D'accord, donc le lien avec les enfants, ce qu'il a pensé ou d'elle, lui, enfin comment ça s'est passé. Il y a vraiment ce lien-là, ce réseau qui a été fait donc, par les amis et les connaissances qui est quand même toujours essentiel. C'est bête à dire parce qu'en fait on pourrait donner la chance à quiconque, mais pour ces enfants, on a toujours envie d'être précautionneux et on peut le comprendre. Comment on fait pour booker justement une babysitter sur Pitchoun? Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. Justement, on a vraiment simplifié le process. Donc vous rentrez une date, une heure, des filtres, si vous voulez qu'elle parle anglais ou qu'il parle anglais ou français ou espagnol ou peu importe. Vous
vous remplissez le descriptif de ce que vous cherchez exactement, vous lancez la recherche et là, ça envoie à tous les babysitters qui correspondent au filtre dans les 20 km. Ceux qui sont dispo répondent et après, vous n'avez plus qu'à choisir. Et il peut y avoir des demandes en plus, et souvent, j'imagine que c'est comme ça que l'aide aux devoirs est apparue. C'est-à-dire que peut-être les demandes, c'était de dire je voudrais une babysitter ou un babysitter, mais si en plus, il pouvait maîtriser un peu les maths, parce que mon enfant de CE2 n'a pas vraiment le temps de le faire, ce serait formidable. C'est exactement ça. Au départ, c'était des babysitting, et puis finalement, pour des sorties d'école, et les parents se sont rendus compte qu'il y avait aussi de l'aide aux devoirs, et donc c'est pour ça qu'on a mis 2 tarifs maintenant. Il y a un tarif babysitting et un tarif aide aux devoirs, pour pas que les étudiants non plus soient lésés, parce que pour eux, c'est un gagne-pain. Donc c'était important que les 2 parties s'y retrouvent. Et on cherche vraiment toujours, quand on développe quelque chose, à ce que l'autre partie y gagne aussi. Il existe plein d'applis pour avoir des babysitters, évidemment, mais celle-ci est différente des autres. En quoi vous vous distinguez ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, comme je vous disais, il y a tout le côté sécurité qui est essentiel. Enfin, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a le côté également où on assure les babysitting en plus de la sécurité qui n'existe pas. C'est-à-dire, vous les assurez de quelle manière ? C'est-à-dire qu'on a notre assureur qui est Allianz, qui assure le babysitting. S'il y a un problème pendant le babysitting, Allianz se met en... Porte-garant. Voilà, se porte-garant. Ça peut être quoi comme problème pendant un babysitting ? Ça peut être... je sais pas, toutes sortes de problèmes. Ça peut être du vase cassé je ne sais pas, je vous avoue que... Une rencontre, Guillaume, on ne sait pas. On a essayé de faire justement le maximum, voilà, pour tous les dommages. Et surtout, ce qui différencie Pitchoun, ce sont que des étudiants, comme je vous le disais, et ils jouent vraiment un rôle de grand frère et grande sœur. Avec les enfants, c'est-à-dire ils créent vraiment un lien, ils sont là pour les aider à se développer, à jouer d'une autre façon. Pour les devoirs, ils leur apprennent à se structurer. C'est vraiment le grand frère ou la grande sœur qui vient à la maison. Donc c'est aussi là un rôle éducatif finalement. C'est un peu le rôle de l'éducateur de se dire à un moment, pour ne pas crier sur ses enfants, ça arrive. Alors vous ne connaissez pas encore ce problème parce que vous n'avez pas d'enfant. J'ai une chienne, moi. Mais vous avez une chienne. Et on va y venir d'ailleurs parce que c'est aussi peut-être une question qui peut... Mais ça peut arriver tout d'un coup de se dire je m'agace parce que il n'arrive toujours pas à apprendre correctement son cours d'histoire ou parce qu'il n'a pas rangé ses affaires. Comment faire pour pouvoir faire appel à quelqu'un? Peut-être que ce babysitter en question ou cette babysitter peut jouer ce rôle-là. Mais oui, et puis c'est plus facile pour eux de connecter finalement avec vos enfants. Vous, quand ils ne savent pas faire 2 + 2, entre guillemets, vous avez juste envie de l'emplâtrer. Alors que... L'emplâtrer, c'est une formule, entendons-nous. Oui, sûr. Évidemment, parce que ce n'est pas du tout le cas de Schulman, j'imagine. Mais oui, on peut s'agacer vite. Voilà, on peut très vite s'agacer, alors que le babysitter, lui, c'est vraiment le grand frère ou la grande sœur qui va jouer et qui va leur apprendre à travailler de manière plus simple, comme ils sont avec le côté dans leur bienveillant, relation, avec le côté bienveillant. Ça change tout. De quel âge à quel âge les babysitting? À partir de quel âge on peut faire appel? Enfin, vos enfants, je veux dire. Si les enfants ont par exemple 6 mois, ça fonctionne? Oui, parce qu'on a justement dans les filtres, on a une option bébé de moins de 9 mois. Où justement les babysitters, uniquement les babysitters qui savent s'occuper des bébés répondront à la demande. Guillaume? Question, oui, on parlait tout à l'heure à l'instant de ma chienne. À quand la même chose pour les animaux? Parce qu'on sait que c'est une galère, on ne sait pas trop à qui on le fait. Moi j'ai trouvé évidemment la perle rare, mais du coup je la recommande. Est-ce que ça va être une extension possible? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, ça va être une extension possible. C'est vraiment dans les prochaines étapes de Pitchoun. Tout ce qui est dog-sitter et cat-sitter est vraiment sur le planning. Oui, il n'y a pas snake-sitter par exemple encore. Hein? Non, pas encore. On aura du mal à trouver des Pitchoun pour ça. En tout cas, bravo. Moi, je me permets de le dire. Je l'ai utilisé plusieurs fois, Pitchoun, et ça marche. C'est génial. Ouais. Des babysitters hyper malins, sympas, cultivés, ouverts sur le monde. Et donc, c'est quand même chouette. On est content aussi de proposer ça pour nos enfants. Peu importe l'âge, ça marche tout le temps. Merci beaucoup, Jessie Schulman, d'avoir été sur le plateau du Grand JT pour nous parler donc de Pitchoun, une application qui permet donc de trouver le ou la bonne babysitter pour votre enfant, ainsi que l'aide aux devoirs qui peut se faire l'après-midi, le soir, le week-end, enfin peu importe. Voilà, c'est l'intérêt d'une application, c'est qu'on peut gérer comme on veut. Merci beaucoup. Merci Virginie. Comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT, et puis qui dit dernière de la saison, dit vacances. Regardez.
Moi, les vacances, ça me fait penser à partager des plaisirs avec la famille, manger, aller dans les piscines, se balader, regarder des spectacles et avoir chaud, nager. Alors moi, j'adore les vacances car je peux voir mes copines, je peux aller à la mer, je peux visiter des choses comme Paris. J'aime les vacances car on passe de très bons moments en famille. Aussi, je peux voir mes copines de temps en temps. Et aller à la piscine avec ma mamie. Et aussi partir en Vendée avec ma mamie, mon papy, encore plein de personnes que je connais. Les vacances, c'est trop long. Mes copains me manquent. On va au camping, on fait les toboggans, on va dans la piscine. Aller au cinéma. Moi, j'adore le cinéma car c'est un grand écran. C'est trop bien. Faire des activités comme l'escalade. Moi, j'adore en faire, car t'es haut, quoi. Et puis moi, j'ai pas le vertige. Cette année, je pars en Tunisie. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Il paraît que ça va être super. Et moi aussi, je pense que ça va être super. Et j'ai hâte d'y être. Merci beaucoup les enfants, merci à vous tous d'avoir participé tout au long de l'année à cette séquence qu'on aime beaucoup qui s'appelle Regard d'enfant et un merci spécial, un merci spécial. Un haut merci. Voilà, un haut merci spécial à Laura qui nous a beaucoup aidé justement pour trouver les enfants qui avaient envie de nous répondre et nous donner leur impression sur toutes les thématiques évoquées. Un gros bisou à Léna d'ailleurs. Tout de suite on retrouve Malika Mena, un souvenir d'écolier. Cette semaine son invité est l'humoriste Arnaud Demanche. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment dédiée à l'école. Qu'est-ce que tu changerais dans l'école d'aujourd'hui ? J'y suis pas dans l'école d'aujourd'hui. Donc, moi, quel regard extérieur, ouais. Surtout qu'en plus, toi, tu n'as pas connu l'école. Non, déjà. j'ai connu une école particulière. Ce que j'aimerais rajouter un peu dans l'école, c'est des fondamentaux sur des trucs qui vont vraiment te servir dans l'existence. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. De l'ordre de la civilité ? Par exemple, mais au-delà de ça, il y a des trucs qui sont vraiment utiles au quotidien, genre gérer un budget, savoir ce que c'est qu'un prêt bancaire, savoir ce que c'est qu'un prêt immobilier. Ça, c'est un peu plus tardivement. C'est un peu plus tardif, mais n'empêche qu'au lycée, tu aurais des notions de trucs comme pour ça. Devenir adulte, pour en fait. devenir un peu adulte, je trouve que ce serait pas mal. Parce que moi, j'ai débarqué et juste un petit cours d'économie. Alors, tu sais, quand on t'apprend l'économie en première, moi, j'ai appris l'économie de l'Inde et de la Chine. En vrai, j'aurais bien aimé qu'on me dise... préféré que ça soit plus spécifique. C'est plus, en tout cas, plus concret dans ton quotidien. Par exemple, qu'on te dise c'est plus intéressant d'acheter un logement quand le taux est à 1% que quand le taux il est à 5%. Et voici pourquoi. Parce qu'il y a des... Ou que par rapport au louer, enfin des trucs qui te servent pour toi savoir gérer ta thune quand tu commences à en gagner. Parce que ça te fait une belle jambe de connaître le PIB de la Chine. Si toi, tu n'es pas capable de gérer un SMIC, tu es bien avancé. Donc peut-être des trucs comme ça qui te servent au quotidien. Ça, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux, mais juste une petite notion de ce style-là, ce ne serait pas un luxe, ouais. L'école de demain, tu la vois comment ? À problème. C'est rassurant. Non, mais on sait qu'il y a un problème de budget, on sait qu'il y a un problème de moyens qui est mis dedans. C'est un truc que je sors pas de mon chapeau, c'est suffisamment... T'en as pas ? Il y a pas mal de profs qui m'écrivent. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos pendant le confinement sur le métier d'enseignant, donc j'ai eu pas mal d'anecdotes. Et ce que j'ai surtout recueilli, c'est de la souffrance. Il y a une souffrance terrible dans ce métier, donc je me dis que t'as pas d'espoir. Hein ? T'as pas d'espoir. C'est pas ça, c'est qu'à minima, je me dis il faut entendre leur désespoir et leur donner quelque chose un motif d'espérance. Parce que c'est des passionnés et c'est marrant parce que la question budgétaire et salariale, elle revient peu en fait. Dans les trucs qu'ils m'écrivent, ils veulent avoir les moyens de bosser avec leurs élèves et en fait... C'est des conditions de travail. Il y a des conditions de boulot qui sont compliquées pour eux. On leur demande tout et n'importe quoi. Moi, je parle par exemple beaucoup dans mon spectacle de liberté d'expression. On a envoyé les profs au feu pour expliquer aux gamins aujourd'hui pourquoi
on avait défendu Charlie Hebdo, pourquoi on s'était mobilisé pour Samuel Paty. Il y a plein de mômes qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est lunaire, ils ne comprennent pas. Oui, mais on s'est moqué d'une religion, donc du coup, c'est normal que des gens soient fâchés. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est toute l'étape de la laïcité, c'est-à-dire pourquoi elle existe, pourquoi se moquer d'une religion, c'est pas manquer de respect aux croyants, pourquoi la limite entre le blasphème humoristique et le blasphème religieux, elle est hyper ténue, c'est-à-dire que, en gros, si tu n'as pas le droit de dire Dieu, ça m'est égal, ça veut dire qu'il y a une religion qui domine et ça veut dire que tu n'as pas le droit de pratiquer, toi, ta religion, si elle est différente. Et en fait, toutes ces ramifications, c'est des trucs qui sont super compliqués. Ça demande une formation, ça demande d'y passer du temps avec eux, ça demande d'avoir un discours qui est hyper rodé. On ne peut pas dire aux profs, le lendemain de l'assassinat de Samuel d'enseigner Paty, ça sans... aller balancer des cours de laïcité alors que ils ont un programme, ils n'ont pas tous forcément étudié la question dans les détails. Puis les gamins, ils ont des questions auxquelles on n'est pas forcément préparé. Moi, j'ai rodé mon discours pendant 3 ans autour de la laïcité, de la liberté d'expression, du droit au blasphème, de pourquoi c'est nécessaire. Et quand j'ai des petits, soit juifs, soit musulmans, soit chrétiens, hyper religieux dans ma salle, et que je défends le droit de faire des blagues et de l'humour sur la religion, j'ai un discours qui est rodé, parce que je le rôde depuis 3 ans. Un prof, il ne l'a pas forcément. On me demande beaucoup d'intervenir dans les écoles. J'ai un message par semaine. Est-ce que vous croyez ? Je ne peux pas, j'ai une tournée, j'ai RMC tu l'as jamais au fait ? quotidien. J'adorerais ça, mais je n'ai pas le temps. Mais c'est pas quelque chose qui est exclu. Ah non, pas du tout. Non, si un jour, par exemple, pendant des vacances scolaires qui correspondent à d'autres zones et que je suis dans le coin, c'est des trucs que je peux faire. J'y suis ouvert. Et j'adorerais parler de ça avec une classe parce que eux, c'est des enfants, ils ont encore le truc de... Mais oui, mais c'est méchant de se moquer. Non, c'est pas se moquer. C'est critiquer, c'est remettre en question, c'est dire moi j'ai une opinion différente. C'est pas manquer de respect d'avoir une opinion différente. Et c'est même ça qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans une démocratie. La démocratie, c'est l'art du consensus. C'est pas la dictature de la majorité. C'est être tous ensemble. Tu me fais un petit cours ? Non, mais je sais pas. Si des enfants aujourd'hui, Arnaud m'éduque. On parlait de réseaux sociaux, tu es très présent dessus. On parle beaucoup de harcèlement aussi à l'école qui se prolonge sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi-même, tu en as subi en étant présent sur les réseaux ? Du harcèlement sur les réseaux, non, parce que j'ai la chance d'avoir un public qui est choubidou comme tout. Donc, pas ce problème-là. Après, le harcèlement à l'école, moi, j'en ai pas été victime. Après, encore une fois, je reçois des témoignages très, très souvent de parents qui disent mon gamin va pas bien, est-ce que tu peux faire une petite vidéo parce qu'il a bien aimé les vidéos du confinement. Ça, tu le fais aussi ? Ça, je le fais aussi, ouais. Mais c'est un problème auquel, heureusement, moi, j'ai pas été très confronté, mais parce qu'on était dans un univers qui était, encore une fois, hyper fermé, donc qui est très semblable socialement. Donc on n'a pas de raison de se friter les uns les autres, on se ressemble tous un peu. C'est parce qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas vraiment de différence entre des petits cathos à coupe au bol. Quand il y a un peu que ça, voilà, nous, on était... voilà, non, tu n'as pas subi ça. Non, j'étais dans une classe qui, globalement, on est tous restés puceaux jusqu'à 25 ans. Hein. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'émission. sur cette révélation, c'est vrai, Arnaud, c'est la fin de l'émission. Eh ben, ça a été un plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tous tes souvenirs avec nous. Ça a été encore une fois une joie, j'espère que je n'ai pas été trop magistral. Non, on a besoin. Et je vous retrouve la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. À bientôt. Merci Malika et Arnaud. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pika, pika, Pikachu. Oh, qu'est-ce qu'on dit au pays? Froid? Non. Ah, gelé les... C'est élégant, c'est frais. J'essaye de faire la mèche du Titeuf. C'est pas mal. Pas mal. Allez, sa mèche blonde. Quoi, blanche? Oui, blond, ça marche. Non, ça va. Non, mais la mèche est très bien. Ne pouviez pas manquer ce nouveau jeu qui a... Mais non. Mais non. Pour que l'autre fasse. Quoi? Quacoubet. Vous savez faire ça, vous? Quacoubet. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Oui. Mais ça triche dans cette classe. Mais c'est dingue. Comment pouvez-vous me soupçonner? C'est le dossier du mois. De une. Du juin. Et on est de juin. De juin. Voilà, on le voit, on devine. Très bien, parfait, nickel, bougez pas. Donc, tac. Et là, le prof arrive.
Je fais le prof, moi. Taga, 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 taga. Ah ouais. Éléphant. Excellent. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Commencer la maison par la cheminée. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Mettre un truc sans queue ni tête, mettre la charrue avant les bœufs. Ah ouais. Bah ouais. Coucou. Vous êtes prêts, les amis de la régie? Sourisons nos erreuses nuits d'amour, oh nuits d'amour. Le réal et l'ingé son se cassent. Est-ce qu'on peut être accusé d'un crime commis dans l'espace? Oui. Non. C'est un crime sans gravité. Faire un nœud à une goutte d'eau. Non, mais on avait compris, je n'ai pas obligé de Donc, mimer. je sais pas. Est-ce que vous êtes fatigué, Emmanuel? Mais Vous avez la jamais, rêve. quand je suis ici, c'est Faire, moi, c'est ma scène à On moi. n'est pas fatigué. C'est ça qu'il fallait répondre. Bref. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Effectivement, Hassan a parlé de méritocratie. Toi, Bartouchan, tu nous parles de concours. Moi, je m'étais dit le mot... Hassan, moi, j'avais noté le mot de pression. J'ai quand même le sentiment, et c'est ce que vient nous dire Bartouchan, que la pression scolaire, elle arrive très vite dans votre système, non? Effectivement. Alors, j'ai parlé de méritocratie. Maintenant, on va parler un peu du même concept, mais avec le versant plutôt négatif. C'est effectivement la pression et la concurrence, pour reprendre les mots de Bartou. Et on ressent ça tout de suite, très, très vite. Il y a une concurrence au niveau de l'université, à l'entrée de l'université, parce que cet examen définit toute la suite des études et donc de la carrière des élèves, de leur futur. Mais effectivement, étant donné qu'il faut bien préparer l'équivalent du baccalauréat, on va dire, il faut également préparer l'avant, c'est-à-dire le meilleur collège possible avant le meilleur lycée possible. Et qui dit meilleur collège possible dit meilleure école primaire possible. Et en fait, c'est une course sans fin. C'est une course sans fin, il y a une pression folle. Et quand je parlais de méritocratie, et je parle maintenant de versant négatif de la méritocratie, c'est que les élèves et donc les parents qui veulent que leurs enfants accèdent au meilleur pour le futur, eh ben, commencent ça très très tôt. Très très tôt, ils ont une pression sur le travail, sur les maths, sur les sciences, sur les langues. Donc ils se mettent cette pression très très vite, très très fort et rapidement, dès un jeune âge, oui. Donc, vous avez bien résumé. Non, parce que Hassan Bartou l'a rapidement évoqué, Hassan, mais il y a ce concours, bien sûr, et comme ici, avec le baccalauréat, pour avoir la meilleure formation possible, si on va aller à l'université ou dans des grandes écoles, que sais-je. Mais il y a aussi, et ça c'est chez vous, un examen très important pour avoir le meilleur lycée. Exactement. C'est-à-dire que au niveau à la fin du lycée, donc je vais y venir, à la fin du lycée, l'examen et leur classement dans cet examen déterminent l'université et les études qu'ils pourront faire, et l'université à laquelle ils pourront accéder. Maintenant, c'est le même système au niveau du collège. C'est-à-dire que pour passer du collège au lycée, c'est un examen national qui met tout le monde en concurrence, tous les étudiants du pays, pour accéder donc au meilleur lycée aussi. Donc on pratique le même système à un âge plus jeune, c'est-à-dire 4 ans avant. Et voilà, effectivement, donc ils sont tous en concurrence les uns avec les autres pour accéder au meilleur lycée possible. Océane, vous êtes actuellement en alternance dans une ESN, une entreprise de services numériques. Vous occupez du Green IT. Encore une fois, comment est-ce que le numérique peut devenir plus éco-responsable? Et je crois que c'est vous qui, justement, êtes en train de manager la communication de cette partie-là. Tout à fait. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Proxial, donc une ESN, comme vous l'avez dit, et je m'occupe de la communication interne. Et par exemple, pendant la semaine du Green IT, chaque jour, du lundi au vendredi, on a envoyé un tips de manière un flash avec des astuces à faire au quotidien, faciles, accessibles aussi. Par exemple, débrancher son écran, débrancher sa souris, éteindre tous ses équipements. C'est simple, mais on n'y pense peut-être pas tout le temps. Et ça permet aussi de réduire vraiment l'empreinte carbone. On a aussi mis des chiffres impactants. Par exemple, quand on est en visio sur Teams, le poids de juste quand on parle et
le poids supérieur avec la visio et quand on partage son écran, pardon. Et donc, du coup, on voit que vraiment, ça consomme beaucoup plus. Et du coup, peut-être qu'on réfléchit à 2 fois avant de mettre son écran ou alors de partager son écran ou alors de mettre sa caméra, pardon. Et donc, du coup, grâce à ça, on espère avoir modifié les comportements de certains de nos collaborateurs, parce que du coup, c'est de la communication interne. Et du coup, de partager les infos. Par exemple, moi, j'ai partagé à mon entourage, par exemple. Et donc, du coup, j'espère que ça va se répandre et sensibiliser le maximum de monde, parce qu'au final, petite action plus petite action, bah ça bouge quoi. Quelle est l'image de la langue française, toi qui connais effectivement les 2 pays, quelle est l'image de la langue française en Turquie? Historiquement, très bien vu, très bien vu. Par exemple, ce qui se passe à Istanbul, je pense que c'est peu commun. C'est comme un peu de pays, il y a 5 ou 6 établissements francophones. Comme Bartu fréquente l'établissement Saint-Benoît, mais il y en a d'autres, Saint-Joseph, etc. Donc des établissements qui sont installés et qui ont pour mission, je ne sais pas comment dire, mais qui enseignent la langue française pendant une année entière avant que le lycée commence, c'est-à-dire qu'ils ajoutent une année scolaire. Donc le français jouit d'un grand prestige. Ces établissements sont vus comme plutôt prestigieux, bien vus, sont très bien vus. Donc, et la langue française a été la langue administrative encore au siècle dernier. Bon, il y a comme un certain nombre d'années, maintenant il y a quasiment 100 ans, mais c'était la langue administrative. Donc la France a une histoire ici. Maintenant, il y a bien sûr quelques remous avec la politique et la géopolitique actuelle, mais ces établissements sont bien vus, sont très demandés par les familles, et pas facile d'y entrer. Ils sont plutôt dans les bons établissements du pays, donc le français est très, très bien vu, si on parle de la langue. Bartu, quelle est l'image du français aujourd'hui, en 2023, en Turquie? Je pense qu'en Turquie, la langue française, c'est une langue très prestigieuse et même les gens font attention beaucoup plus si on compare avec la langue anglaise. Par exemple, lorsque vous dites que je connais l'anglais très bien, j'ai un niveau C1, ça ne crée pas une image lorsque vous avez dit que je sais en français. Le français, c'est une langue considérée comme une langue romantique, une langue des intellectuels depuis l'Empire ottoman, après le Tanzimat. Alors, je peux dire que la langue française a une très bonne image en Turquie, mais il y a peu d'institutions qui peuvent vous enseigner, enseigner en bonne qualité. Le papa, il a besoin de recevoir des cadeaux pour comprendre que sa femme l'aime et que... C'est un excellent exemple, Émeric. Voilà. J'ai mangé au McDo hier. Oups, faut pas le dire. Faut pas dire les marques. Merci beaucoup pour cette petite récré mignonnerie. Vous auriez pu manger chez Burger King ou ailleurs. Tout à fait. On en cite plusieurs comme ça. Chez KFC, que sais-je. C'est le festival du gras. Joyeux anniversaire. Moi-même. Et comme tous les voudredis, on est un voudredi. On vous souhaite le meilleur, on vous adore, vous êtes le meilleur. Alors, il y a le baiser d'Auguste Renoir, très connu aussi. Rodin. D'Auguste Rodin et pas Renoir, bien sûr. Pour quotidien en même temps. C'est le jour des lapsus. C'est le jour. Rodin, bien sûr. Il y a des jours, aujourd'hui, c'est lapsus dans la quotidienne. C'est le lundi. Regardez dans votre dos. Vous avez pas voir dans mon dos. Eh ben regardez, montrez à la caméra. Il y a un poisson d'avril, je vous ai piégé. Non. Marine Plantek. Non. Ce crime ne restera pas impuni. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Et là, vous pouvez rajouter et aux autres. Et aux autres. Sauf que Narcisse, il s'en moquait comme de colle à tampon, parce qu'il y avait qu'une seule chose. C'est pas mal celle-là. J'aime bien moi comme de colle à tampon. Tu t'en as pas une comme ça? Une phrase ouais. J'aime bien quand vous faites l'émission, pour moi, c'est un rock. Oh là là. Ok, mais je suis en train d'écrire mon spectacle. Voilà. Yes. Et dans ce spectacle, j'aimerais chanter. J'espère bien que vous accepterez de venir en parler dans la quotidienne. Quand Avec grand plaisir. Je fais un vœu. Allez, je le dis pas pour qu'il se réalise, mais ça a à voir avec la longévité de cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous dans cette émission, à Marine Plantek pour ce montage. Emma, la fin a un peu cramé ce que je voulais dire. On vous voit beaucoup et on a bien raison, et parce que vous allez nous manquer. Mais vous nous manquez déjà. C'est vous qui allez Mais non, on va arrêter. Me manquer.
Ah, c'était formidable. Des mouchoirs. Oui, attendez. merci Nora. Ne vous embête pas de prendre le relais pour cette dernière émission, vous la connaissez bien après tout. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette édition, une édition assez particulière puisque c'est la fin de cette saison, dernière émission de la saison que j'ai pris un plaisir fou à partager avec vous tous qui nous suivez, avec vous aussi Guillaume Ouattara. De tout cœur merci d'avoir été là et de nous proposer des chroniques merveilleuses, une actualité toujours saisissante et brûlante sur ce plateau. Yo-yo tourne la touffe ensemble, merci à vous. Yo-yo tourne la touffe, vous l'avez placé, c'est ça. Vous l'aviez dealé hier soir à 10h du matin, j'ai compris. Vous avez compris, à la fois information et humour, il y a un petit peu de tout dans cette édition. J'aimerais remercier les autres chroniqueurs aussi qui travaillent. Alors chroniqueurs, ça paraît réducteur, mais pas du tout. Voilà, collaborateurs de cette émission, Michael Dorian, Michael Dos Santos, Loïc Landreau, bien sûr, Guillaume Blanc, Adrien Fontenot et Brandon Warret qui ont participé tout au long de cette année au Grand JT. J'aimerais aussi faire un énorme bisou à tous les réalisateurs qui travaillent aussi d'arrache-pied sur cette émission. Mani Pézèche, qui est à la Réal aujourd'hui, Romain Luc, Théo Boscar, Ulysse Touret, Kylian Soula, Alice Pitavi, Raphaël Morel, Xavier Sanchez et Angèle Jean Girard. Vous voyez, c'est des équipes qui sont là, qui sont nombreuses et qui sont hyper investies et engagées. Et j'ai toujours plaisir à évidemment les citer. Au son aussi, ils font un travail remarquable et pas des moindres. Thibaut Goury-Lafont, Héloïse Merlin, Alexis Oustabasidi, Saïd Mamou, Mathieu Sullivan. Et aujourd'hui, c'est Maxence Mougin qui a participé aussi toute l'année à cette émission et que je remercie. Le maquillage, alors là, évidemment, vous imaginez bien que sans le maquillage, je ne serais rien. Laure Audemont de tout cœur, merci, ainsi que Thaïs Sayad, ainsi que Colline Hamel, Emma Razafine-Ralambeau et Morgane Brunet. Et puis à la rédaction, un énorme bisou, un cœur comme ça, pour tous ceux qui fabriquent cette émission, qui la pensent, qui l'éditent et qui la produisent. Toujours pareil, hein, on a toujours l'impression que c'est fait, on appuie sur un bouton et tout, mais non, il y a beaucoup de travail derrière et donc j'aimerais remercier chaleureusement Roxane Sarfati, Xavier Terrat, Cécilia Brio, Benjamin Saillard, Déborah Rimbaud, Isabelle Mélinger et Hubert Bloch. Merci aussi à Hugues Dangy et Jean-Yves Epp pour leur confiance, vraiment de tout cœur merci de la part de toute la rédaction, ainsi qu'un merci tout particulièrement fort, émouvant à Emma Guessé et la Gade Delannoy qui ont fait un travail remarquable et qui sont des amis, j'imagine, pour la vie en tout cas, que j'aime fort et qui ont été très précieuses pour moi tout au long de cette émission pendant toute l'année. Merci mille fois. Je vous embrasse, très belle soirée à tous. Un petit mot, cher Guillaume, après tous ces remerciements. Merci à vous, ce sera le simple mot merci de la part de tout le monde. On se retrouve tous le 4 septembre. Belle soirée.